Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Il est comédien et humoriste. Surtout, il est rêveur. Il rêve à l'écran, il rêve sur scène aussi. Il nous fait rêver, nous. Son spectacle « Ma vie encore plus rêvée » est un vrai succès au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse jusqu'en janvier 2018, tourné ensuite dans toute la France. J'ai l'immense privilège de recevoir dans VIP Michel Bougenat. Michel, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un privilège de recevoir un rêveur. Moi, je reçois beaucoup de gens, mais alors rêveur, encore jamais, hein? Ah bon? Non. C'est dommage, pourtant, il y en a, non? Ça vous va bien? Je ne suis pas le seul à rêver. Non, mais vous êtes le seul à en faire un spectacle. Il y avait eu un premier spectacle, hein, Ma vie rêvée, et celle-là, le nouveau spectacle, c'est Ma vie encore plus rêvée. Pourquoi elle est encore plus rêvée, cette vie-là? Parce que l'écriture est vivante. Entre le moment où j'ai créé le spectacle et aujourd'hui, d'abord, il s'est passé du temps. Oui. Le spectacle, je l'ai joué. Et il s'est passé des choses dans ma vie, il s'est passé des choses dans la vie. Et, la France a changé aussi. La France a bougé. Et donc, les choses se sont rajoutées parce que mes personnages sont vivants. Eux-mêmes, ils improvisent presque indépendamment de moi. Et moi aussi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Comment dire? Je ne m'interdis rien. Ah bah ça, on a vu, voilà. Ce soir-là. Je n'interdis rien. Vous ne vous êtes rien interdit du tout, et notamment pas de jouer avec le public et de l'interpeller. Oui, on sent qu'il n'y a pas de quatrième mur chez vous. Hein. Non, je déteste le quatrième mur. On a l'impression d'être sur scène avec vous, pour tout vous dire. Je déteste, il y a deux choses que je déteste. Il y a le quatrième mur, c'est-à-dire le rapport de fascination qu'on peut installer avec le public, que je ne supporte pas, et la virtuosité. C'est-à-dire que je considère que la technique doit jamais se voir et que la virtuosité doit jamais être perçue. Quand Rubinstein joue Chopin, j'ai l'impression que je peux le faire. Quand Federer joue au tennis, j'ai l'impression que je peux le faire. Quand Nadal joue au tennis, je suis sûr que je ne peux pas le faire. Mais quand Federer joue, j'ai l'impression que je peux le faire. C'est-à-dire que l'aisance, l'évidence, la recherche du geste simple, pur, fait que on oublie la technique au profit de l'émotion. Je me fous de savoir si les gens vont dire qu'est-ce qu'il est fort ou que c'est balèze ce qu'il fait. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont bouleversés, s'ils ont ri, s'ils sont touchés par ce que je raconte. Et puis, interpeller le public, c'est aussi lui rappeler qu'il n'y a pas de quatrième mur, lui rappeler qu'il est présent, et le mettre en danger. Et en le mettant en danger, je le rends beaucoup plus attentif. Je le rends plus attentif quand on rit ensemble, je le rends plus attentif quand on pleure ensemble. Et il s'agit de ça, finalement. Le quatrième mur, c'est une invention très bourgeoise et très moderne. Ça n'existait pas, ni du temps de Molière, ni du temps de Shakespeare. Que ce soit en France, en Angleterre ou en Italie, ça n'existait pas. C'est une invention horrible, le quatrième mur. C'est l'invention des gens supérieurs par rapport au public. Et des murs, il y en a quand même beaucoup, géographiquement parlant, des murs qu'il faut faire tomber. Donc on ne va pas en réélever un en plus dans un lieu d'expression et de liberté comme le théâtre. Mais revoyez Cyrano de Jean-Paul Rapneau, revoyez la première scène, et c'était ça le théâtre. Les gens parlaient, criaient, se disputaient, les nobles étaient sur scène, les gens mangeaient, les acteurs s'arrêtaient de jouer pour parler au public. On dit de Molière que c'était un diable à 4 têtes. Et il improvisait énormément. Donc, c'est une vision... voilà, j'aime ça. J'aime faire que chaque représentation soit unique aussi. Et nous, on se sent unique, pour tout vous dire. Mais de toute façon, ça l'est de fait. Oui, ça l'est, alors d'accord. Mais des fois, on a l'impression que ce public-là ou un autre, le comédien ou l'humoriste va à peu près faire la même chose. Moi, c'est impossible. Là, on se sent... Il y a des choses qui reviennent tous les soirs. Hein. Bien sûr. Mais il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Toujours. Et parfois un soir, je trouve un mot. Le lendemain, j'en rajoute un. Le surlendemain, j'en rajoute un. Et au bout d'une semaine, ça fait 2 minutes. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur toute la séquence sur Marine Le Pen. Elle n'existait pas quand j'ai commencé à jouer le 9 septembre. Elle n'existait pas. J'ai rajouté un mot tous les jours. Et j'ai encore rajouté, depuis que vous êtes venu, par exemple, maintenant, j'ai rajouté qu'en fait, elle a une nièce.
et qu'il faudrait lui envoyer une pelle pour qu'elle s'entraîne à s'enterrer elle-même. Comme ça nous aiderait. Donc, c'est pour ça que je dis, les situations du spectacle m'emportent, m'emmènent, de la même manière, puisque j'écris comme ça. J'écris pas avec un stylo, j'écris pas avec mon ordinateur. J'écris en marchant, j'écris en jouant. Et je n'écris après que pour une seule raison, pour pas oublier. En fait, je me mets à écrire quand c'est fini. Quand j'ai tout construit. Pour pas oublier. Et une fois que en fait, ça me gêne, l'écriture. J'aime bien quand c'est bien écrit. Mais après, il faut s'en libérer. Oui. Et le théâtre, ne pas se laisser enfermer une fois de plus par des murs, parce que l'écriture peut être un mur aussi. Absolument. Ouais. Et en même temps, c'est très bien d'avoir par moment, par exemple, le texte de la fin, je le change jamais. Ouais. Oh, mais quelle émotion. Il y a des textes, il y a des textes de la mère à l'intérieur du spectacle qui ne bougent pas d'une demi-virgule. Parce qu'on est sur de la poésie, je pense. Oui, parce que c'est absolument. un spectacle, alors moi je vous avais déjà vu 2 fois sur scène avec Les Nouveaux Magnifiques et avec la première version de ce spectacle-là, donc ça a déjà quelques années. Et là c'est un spectacle, il y a de la politique, il y a de la religion, si on y reviendra, il y a beaucoup de poésie. Il y a un moment, 1 minute avant on rit, et à la minute d'après on a les larmes qui montent aux yeux, donc ça c'est très réussi. Je voudrais qu'on donne à voir, alors c'est vraiment... c'est quelques extraits du spectacle, voilà, à donner à voir à nos téléspectateurs. Un petit extrait, un petit peu de l'âme de ce qui se passe sur la scène de Michel Bougenat dans ce spectacle, donc Ma vie encore plus rêvée. Regardez. La vie, vos vies, ma vie. La vie, c'est beau. La vie, c'est con et c'est compliqué. Je l'adore, ta vie, d'ailleurs. Je l'adore. J'aimerais vivre comme toi, je te jure. Tu rentres à 3h, 3h30 du matin, tu dors jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est une merveille. Quand tu te lèves, d'ailleurs, c'est ton corps qui se lève. Ton cerveau, il reste dans le matelas, je suis sûr. Je t'ai tellement dit comme tu es beau que quand tu étais petit, tu croyais que c'était ton prénom comme tu es beau. Les claquettes, c'est logique. Parce que les claquettes, ça fait clac, 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 clac quand tu marches. Les tongs, ça fait pas tong, 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 tong. Le Cid de Molière, c'est une merveille. C'est vrai, regarde, nous partîmes 500. Mais par un grand renfort, nous vîmes 10 000, 3 000 selon la préfecture. En larmes, le psychanalyste. J'ai caressé la tête, le pauvre, il m'a fait de la peine. J'ai caressé les cheveux, il s'est relevé, il avait un petit sourire triste. Mais un petit sourire quand même. Il m'a regardé, il m'a fait « Je vous dois combien ?» Quand j'ai dit « Je t'aime à ma femme, hein », eh ben, croyez-moi, j'ai mis tellement de temps à le sortir que elle m'a cru, hein. En plus, je bégaye pas qu'avec les mots, hein. Ah non, je suis désolé, je connais pas les femmes. Je connais une femme. Et si j'en avais connu 2 comme ça, il y a longtemps que je serais mort. L'amour, c'est elle parle, j'ai peur. Elle parle pas, j'ai encore plus peur. Voilà un extrait du spectacle Ma vie encore plus rêvée au théâtre de la Gaîté-Montparnasse jusqu'au début de l'année prochaine. Ce que je regrette un tout petit peu dans ce qu'on a vu, c'est que c'est tout ce qu'on n'a pas vu justement. Moi, j'ai été sidérée. Alors vous dites, il ne faut pas qu'on voit la virtuosité, j'entends. Mais malgré tout, j'ai été sidérée par votre jeu à la fois de masque et d'accent. Comment vous arrivez à sortir de votre accent naturel juif tunisien qu'on vous a tellement reproché et qui vous a tellement handicapé pour votre carrière, mais j'étais fascinée notamment par l'oncle qui se m'a parlé comme un Parisien pointu. J'ai été fascinée aussi par comment vos traits changent. Enfin, c'est quand même, il y a du travail, quoi. Il y a du travail, Michel. Oui, bien sûr qu'il y a du travail, bien sûr. Je travaille depuis longtemps et puis je travaille beaucoup. Énormément. J'arrive au théâtre 2h30 avant. Je passe pratiquement 1h30 à me concentrer et à me préparer. Ça vient de l'intérieur. Quand on apprend au début, on pense que ça doit venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport d'imitation. On essaye de faire ce qu'on voit. En fait, plus on travaille, plus on se rend compte que si on ressent les choses, eh ben, le visage va avec. En tout cas, c'est comme ça que ça marche chez moi. Ça part d'abord d'une émotion. D'abord
de ce que je ressens de la personne. C'est très frustrant. Je ne vois jamais ce que je fais. Je ne vois pas la même chose que vous. Moi, je l'ai dedans. Je suis sûr que quand je joue bien un personnage de l'intérieur, on le voit. Mais je ne le vois pas. Donc, ça vient de dedans. Ça vient... Mais je l'ai très... Vous ne pouvez pas savoir à quel point, à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions, c'est d'une précision invraisemblable. J'ai pour moi, à ce moment-là, exactement la tête. Si j'engageais une actrice, par exemple, pour jouer la vieille qui va voir le psychanalyste, Arlette, je sais exactement comment devrait être son visage. Parce qu'il est très, très, très dessiné pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages que vous portez en vous, donc vous dites carrément à l'intérieur de mon corps, et puis il y a l'enfant que vous avez été, puis j'ai un petit peu tendance à dire que vous êtes toujours, ne le prenez pas mal. Oh non, au contraire. Ouais. Au contraire. On a l'impression qu'il vous accompagne sur scène, mais pas que sur scène, qu'il vous accompagne d'une manière générale, parce que c'est un spectacle qui parle beaucoup de vous et des vôtres. On sent la Tunisie qui vous accompagne, on sent le déracinement, ce déchirement à l'âge de 11 ans, quand vous arrivez en France. On sent l'éternel déraciné et tous ces nouveaux territoires qu'il vous a fallu conquérir, depuis la cour de récré de l'école jusqu'aux cours de théâtre, quand vous êtes fait refuser du centre de Strasbourg, du centre d'art dramatique de Strasbourg, jusqu'à l'écran, jusqu'à la scène aussi, tous ces territoires qu'il a fallu conquérir, j'allais dire un peu malgré tout, quoi. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vécu les choses? Le seul territoire que j'ai eu l'impression de gagner dans ma vie, c'est le jour où j'ai décidé que ce qui était en train de me détruire allait devenir ma force. Ce que j'essayais de cacher de moi pendant entre l'âge de 15-16 ans jusqu'à 26 ans à peu près, pendant ces 11 années, j'ai caché qui j'étais. Je me suis caché à moi-même et j'ai caché aux autres qui j'étais. De quoi? Vos origines tunisiennes? Mon accent. Juive, d'accord. Non, vous parliez comment, votre accent? Le judaïsme ne m'a jamais posé de problème. Vous parliez comment pour cacher votre accent? Je vous parle comme je vous parle à l'instant. Bien. La voix se fait plus grave d'un seul coup. Oui, je vous parle comme ça. Bien, Michel. Maintenant, là, je ne me cache pas. C'est aussi moi maintenant, ça. Je veux dire, je suis fait de toutes ces choses-là. Je suis comme un puzzle. Mais à 26 ans, vous décidez, maintenant, ça s'est passé je doucement. m'assume. Il y a eu plusieurs événements. Il y a eu un voyage en Tunisie. Il y a eu... un premier voyage, un premier retour en Tunisie? Un de mes retours. D'accord. Un de mes éternels retours. Ouais. La dernière fois que j'étais en Tunisie, le 19 juillet, j'ai joué au Festival de Carthage. Alors ça a été une polémique hallucinante, cette histoire. Ils ne voulaient pas que vous jouiez, on vous a traité... Il y en a qui ne voulaient pas. Oui, certains ne voulaient pas. Mais la majorité voulait que je vienne. On vous a traité de sioniste, voilà. Mais je suis sioniste. D'accord. Mais je suis sioniste, mais je suis aussi pour une solution à 2 États, je suis aussi pour la paix, je veux dire, l'antisionisme, c'est une folie. C'est nier l'existence de l'État d'Israël. C'est une folie. Les gens, ils peuvent ne pas être d'accord avec Netanyahou s'ils veulent. C'est une chose. Mais quand on n'aime pas Trump, par exemple, il y en a plein qui n'aiment pas Trump, est-ce que ça veut dire que Tennessee Williams, on doit le boycotter? Que Julia Roberts, elle devient vilaine? Que Scorsese fait du cinéma de merde? Mais ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Ces gens-là sont fous. Bon, enfin, c'est pas important. Alors, revenons à Carthage, au mois de juillet. Non, je disais juste, c'était parce que j'avais une image sur l'éternel retour. Il y avait un vent incroyable ce jour-là, sur scène. Et je regardais le ciel, c'était en plein air, c'était dans un endroit très beau. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai dit, regardez, ce vent, finalement, il passe son temps à me ramener ici. C'est joli. Et j'ai regardé le ciel et j'ai dit, ça y est, je suis arrivé, tu peux t'arrêter. Un quart d'heure après, le vent est tombé. Donc, il y a eu ces éternels retours en Tunisie. Il y a eu ce travail que j'ai fait avec des enfants pendant 8 ans, où je les ai laissés découvrir eux-mêmes leur propre route par rapport au fait de faire des spectacles. Ça, c'était votre tout début de J'ai commencé, j'avais 19 ans. Vous avez commencé avec les enfants. Ouais. Et j'avais la troupe, dans la Grande Cuillère, dans laquelle je travaillais, et en même temps, je faisais ça avec les enfants. Et j'adorais ça. Et
il y a eu la découverte, grâce aux enfants, de la psychanalyse. Il y a eu Madame Bovary. Parce que quand Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, ça change tout dans ma vie. D'accord. C'est incroyable, hein, quand même. Oui. Et pourquoi? Mais parce que ça veut dire qu'on ne parle que de soi. Ça, c'est fondamental. Même quand vous me posez une question, vous parlez de vous. Ah, forcément, parce qu'elle émane de moi. Exactement. Et alors qu'il y a plein de gens qui posent des questions, qui pensent qu'ils sont complètement extraits, qui sont complètement observateurs. Personne ne l'est jamais. Je n'y crois pas. On est complètement impliqués tout le temps. Et on parle de nous tout le temps. Quand vous mélangez tout ça dans un shaker, qu'est-ce qui sort? Il sort un garçon qui dit, il en a marre. Je vais faire un travail sur les racines, sur la mémoire, sur l'accent, sur tout ça. Et ça a commencé comme ça. Je pensais, moi, faire un spectacle et je le jouais 3 semaines et retourner dans la troupe. Je pensais que c'était une étape. Ça fait presque 40 ans que ça dure, cette histoire. Je me suis révélé à moi-même. Ça, c'est un territoire que j'ai gagné. Après, le succès a fait que les gens sont venus me chercher. Parce que quand vous avez du succès, vous n'avez plus d'accent. Vous voyez, c'est pareil avec cette histoire de cet épicier à Cannes qui se faisait passer pour un Saoudien. Il se faisait passer pour un Saoudien à Cannes, donc il avait des crédits partout dans les casinos, les hôtels, les machins. Oui, bien sûr. Et les gens ne le voyaient pas du tout comme un épicier. Et à partir du moment où ils ont découvert que c'était un épicier, qui était un peu un escroc, mais un épicier, tout d'un coup, ils l'ont vu comme un travailleur immigré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'argent, le pouvoir ou le succès, ça génère... Le regard des autres change. On ne vous voit plus pareil. Alors que nous, on est pareil. Moi, je suis pareil. J'ai jamais changé. Mais le regard des autres a fait que tout d'un coup, on est venu me chercher pour faire du cinéma, on est venu me chercher pour faire ci. Moi, j'étais comme un gosse. Moi, je vous ai découvert, comme tous les gens de ma génération, j'imagine, avec 3 hommes et un couffin, qui était un des grands films de ma génération, qui vous a valu un César du meilleur second rôle, qui a été une révélation sur l'écran, je pense, pour beaucoup de gens. J'ai découvert plus tard le comédien sur scène. C'est vrai que ça a commencé là. Mais je me dis, ce territoire de la scène, c'est quand même particulier. Est-ce que vous vouliez être médecin? Très bien. Finalement, vous trouvez être une sorte de docteur du rire, parce qu'en nous faisant du bien, voilà... On va beaucoup mieux. Puis je pense que vous faites du bien aussi sur scène. Mais vous dites que ce n'est pas forcément une thérapie non plus que d'être sur scène. Non, il y a une énorme différence avec la psychanalyse. Parce qu'en psychanalyse, on paye. Et là, c'est nous qui payons pour venir vous voir. Et vous avez tout compris, Michel Boujna. Là, on est payé. D'autre part, j'espère pour beaucoup de gens que tous les métiers qu'on fait avec amour, avec passion, c'est des métiers qui nous font du bien. Alors, dans vos spectacles, il y a quand même une nuance, c'est qu'on ne fait pas que rire. On sort en réfléchissant quand même à 2-3 trucs quand même, parce qu'il y a des sujets des fois un peu durs, abordés frontalement. Des fois, vous passez par le biais de la poésie, qui est très jolie aussi. Des fois, vous passez par le biais de l'émotion. Là, on va regarder un extrait d'un de vos personnages. Et alors, ce personnage-là, il a un handicap qui est terrible dans notre société de consommation d'aujourd'hui, c'est qu'il est bègue, quoi. Il bégaye. Ça, c'est un hommage que j'ai fait à un de mes élèves. Ah oui? Quand je travaillais avec les enfants, j'avais un élève qui était bègue. Il en souffrait beaucoup. Oh, le pauvre. Oui. Et au bout de... Je les garde, on avait des cycles de 2 ans. Et la 2e année, au milieu de la 2e année, un jour, il a levé la main, à la grande surprise de tout le monde, et il a dit « Moi, j'ai une idée ». Parce que c'était eux qui décrivaient tout. Et il a fait un truc formidable, à partir de son bégaiement. Et quand il a joué ça dans le spectacle, il a fait un carton. Un carton parce que les gens ont ri, un carton parce que les gens étaient touchés. Et je voulais faire un truc sur la revanche des bègues. Je voulais lui rendre hommage à lui. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai jamais oublié ce garçon. Et je voulais montrer que bégayer était un avantage. Ah, très joli. Bon, on va regarder quelques images de ce personnage. Et excusez-moi d'intervenir, mais pendant qu'ils vont manger un beignet, je vais parler. Moi, je suis un personnage. Il m'a écrit, il m'a inventé, mais il m'a jamais montré. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce qu'avec lui, c'est
c'est long, mais avec moi, alors, on n'est pas sorti de ne me souffle pas. Je sais très bien ce que je veux dire, même si c'est long je vais te frapper. Moi, je suis venu vous dire une chose sur lui qu'il n'a jamais dit à personne. Un secret lourd comme ça. Hein. Parce que moi, c'est pour ça qu'il m'a jamais montré. Pas seulement à cause de mes petits problèmes. Oui, parce que son vrai secret, c'est pas du tout les bébés. Je vais en frapper plusieurs. Et arrêtez de m'interrompre parce que moi, quand un bec qui improvise, ça peut prendre des heures. Hein. T'as compris, Bruno? Et alors, moi aussi, j'ai le droit de rigoler. Alors, attendez, parce que Michel, celui-là, il bégaye. Mais il y en a un qui zozote. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'un thème comme la démocratie, vous l'avez confié au personnage qui zozote. Et pour dire, vous voyez, la démocratie, ça zozote un peu quand même. Hein. C'était voulu ? Non. Non, parce que c'est un des personnages les plus autobiographiques du spectacle, en vérité. Parce que moi, je dis tout le temps que c'est pas vrai ce que je raconte, parce que je veux pas que les gens connaissent ma vraie vie. Donc, je fais croire que je mens quand je dis des choses vraies. Ça, on ne sait pas. Je noie le poisson. Ça, c'est un des masques, ouais. Ouais. Et non, il se trouve que j'ai réellement parlé comme ça. Jusqu'à 16 ans à peu près, 16 ans et demi. D'accord. J'ai réellement parlé comme ça. J'avais ça. C'est parti, je ne m'en souviens pas. J'ai oublié le jour où c'est parti. Et il se trouve que j'avais effectivement 16 ans, 15 ans en 68. 14, 15, 16, tous les mouvements lycéens, Malek Oussekine, tout ça. Et j'étais en plein dedans. Je militais. Je militais pas sérieusement. Parce que je me suis toujours méfié de ces mouvements-là. Mais vous étiez dedans quand même. Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, non mais complètement. J'étais dans le mouvement lycéen complètement. Et donc, quand j'ai écrit le personnage, et qu'il a commencé à parler, tout ça est remonté. D'où le zozotement. Parce qu'à l'époque, vous zozotiez. Oui, mais d'abord, j'ai commencé par le zozotement. D'accord. D'abord, j'ai dit, tiens, il va être là, lui. Ok. Et c'est comme ça que j'écris. Je dis, tiens, il va être là, lui. Ah oui, je suis content. Je suis content d'être là, parce que c'est pas normal que les autres soient là et pas moi. Tout d'un coup, le personnage, il est indépendant. D'accord ? Il est autonome. C'est comme si la marionnette prenait le pouvoir sur le ventriloque. C'est comme si la marionnette n'avait plus besoin du ventriloque et qu'elle se mettait à bouger toute seule et à parler toute seule. C'est ça qui se passe. Et évidemment, comme ce personnage avait 16 ans en 68, il a parlé de 68. Il a parlé des nichons des femmes et de 68. Oui, MLF c'est très important. Alors là. Oui, c'est très important. Oui, parce que, mais enfin bon, ça doit choquer personne aujourd'hui, j'espère, parce que quand on voit ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, la vérité, même quand on ne veut pas... la vérité, on est bien avec Michel Boujna, là. Non, mais c'est vrai. J'adore l'éthique de langage. Et donc, voilà, ils ont... Et ce personnage parle de 68, et en forçant, finalement, en parlant de 68, je l'ai mis en parallèle avec aujourd'hui. Forcément, j'ai parlé de la démocratie. Et les choses sont arrivées, voilà, c'est comme un esprit d'escalier. Une chose amène l'autre, une chose amène l'autre, et ça se tricote comme ça. C'est toujours, moi je trouve fascinant et intéressant d'entrer dans l'atelier de l'artiste, de voir comment se font les choses. Parce que nous, on prend un spectacle voilà, comme ça, en pleine face, et d'un seul coup, voilà, on sait un petit peu comment c'est monté en vous et comment c'est ressorti. Et pendant les répétitions, évidemment, on a le droit, moi j'adore les répétitions, parce que j'ai le droit de tout faire. Tout, il n'y a pas le public. Alors je vais à 250 km à droite, 3000 km à gauche, j'arrête, je reprends. Voilà, celui qui a le cheveu sur la langue, j'avais presque 1h15 sur lui. D'accord. Et j'ai coupé, j'ai taillé,
C'est marrant, hein. Ça ressemble à ce que disait le sculpteur. Lequel, Michel Boujna? Il y a un grand sculpteur qui disait, moi, je sais pas du tout ce que je fais. En fait, quand je commence à sculpter, la sculpture, elle est déjà dans le bloc. Ah, mais c'est pas César qui disait ça? Je sais plus. Il me semble que c'est César. Ouais, Elle est déjà dedans. Elle est dans le bloc de granit ou de marbre. Je fais que la découvrir. Oui, oui. Elle est cachée dedans. Enfin, c'est un grand sculpteur qui a dit ça. Oui, oui. Et c'est tout à fait vrai. Je dis souvent qu'écrire une histoire, c'est comme une enquête. J'ai une idée, une image, et j'essaie de la comprendre. Alors, puisqu'on est dans les phrases qui vous interpellent et qui vous percutent, je vous propose de rentrer dans une première petite séquence de l'émission, une séquence qui s'appelle « Maître mot ». Je suis en train de penser à quelque chose, à Michel Boujna, soudainement. La citation que je vous avais demandé de préparer, c'était celle-là, en fait? Non, pas du tout. Très bien. Sinon, on fonctionnait tout à l'envers. Non, dites-moi. Alors, quelle est la citation avec laquelle vous êtes venu? C'est pas tout à fait une citation, c'est une devinette. Et c'est un raisonnement très important dans ma vie. C'est moi qui l'écris. Il va falloir que je réponde à la devinette? Par exemple. Oh mon Dieu, allez-y. Quelle est la différence entre une erreur et une connerie? Quelle est... réfléchissez vous aussi à la maison. La différence entre une erreur et une connerie, eh bien, je pense que ce ne sera pas ça, mais je dirais qu'une erreur, elle peut avoir une certaine fécondité, non? Qu'on peut peut-être apprendre de l'erreur, alors que la connerie, je pense que c'est définitivement négatif. Est-ce que c'est ça? C'est pas loin, mais c'est pas ça. Alors c'est quoi? Une connerie, c'est une erreur qu'on sait qu'on va faire. C'est alors pour une ça erreur, que une erreur, vous voulez dire qu'elle est une erreur, c'est magnifique. Une erreur, c'est magnifique. Ça vous construit, ça vous apprend. Une connerie, c'est une erreur et on sait qu'on va la faire. Alors, donc on aurait pu ne pas la faire, c'est ça que vous voulez dire. Et si on l'a fait, c'est que c'est une connerie. Mais vous avez fait plutôt des erreurs ou des conneries dans votre vie? J'en ai fait des conneries aussi. Oui, parce qu'au moment de faire la chose, je disais merde, pourquoi je le fais? Je suis sûr que c'est pas bien. Je suis sûr que ça, c'est pas bien, il faut pas le faire. Et je le faisais quand même. Votre plus belle erreur, c'est quoi? Vraiment la plus belle erreur que vous ayez faite dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, hein, mais... Il y en a, je peux pas dire. Bon, alors, que vous pouvez dire? Trop privé. Oui. Mais sinon... Ou une erreur professionnelle? Il y a des films que j'aurais pas dû faire comme acteur. Enfin, et en même temps, bon... Je les ai fait pour payer mes impôts, je les ai fait... Après tout, c'est mon métier. La plus grande bêtise que j'ai faite, la plus grande connerie que j'ai faite, parce que ça, je le savais que c'est une connerie. C'était quoi? C'était de me mettre à faire du cinéma très tard. J'aurais dû commencer à être auteur de films beaucoup plus tôt. Vous voulez dire comme réalisateur? Oui, beaucoup plus tôt. Mon premier film, je l'ai fait, j'avais 50 ans. Ouais, mais quel joli film! C'est le film avec Philippe Noiret, Pascal Elbé, Charles Berling. Exactement. Ouais. Et c'est même encore plus con de ma part, parce que je l'ai réussi. Ah oui, père et fils, c'est magnifique. Mais je crois que je l'ai vu 3 ou 4 fois. Non, et c'est un problème pour moi. Ah bah parce que depuis Père et fils, 3 amis et Le Cœur en braille. Cœur en braille, le dernier film que j'ai fait, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. 3 amis, je trouve que c'est un film à moitié raté ou à moitié réussi. Ça dépend de comment je me sens dans la journée. D'accord. C'est avec Mathilde Seigné et Pascal Elbé, ça. Je l'ai vu aussi, celui-là. Et Cadmerade. Ouais. Et malheureusement, j'ai raté Le Cœur en braille et pourtant, ça a l'air magnifique. Mais il va passer à la télé. C'est vrai. C'est l'histoire d'une violoncelliste qui perd la vue. Oui, c'est ça. Une jeune fille. Le sujet était très dur. Ouais. Mais j'adore le film. Je suis très content de l'avoir fait. Mais mon problème, c'est que j'ai touché quelque chose d'assez juste dans Père et Fils. Et il faut que je sois capable de le répéter. Mais ce qui est très joli... Ça, c'est une connerie d'avoir commencé par faire bien. Je trouve que ce qui relie les 3 films, et ce que vous interrogez d'ailleurs aussi sur scène, maintenant que j'y réfléchis, là, comme ça, en direct, Michel Boujna, c'est que vous interrogez le lien. Le lien, donc, entre père et fils, évidemment, le lien intergénérationnel, beaucoup sur scène, le lien entre l'amitié, les liens qui peuvent se créer de manière aussi occasionnelle sur un problème donné, qui ne vont pas forcément se perpétuer dans le temps. C'est vrai qu'il y a une interrogation autour pas seulement du territoire, mais du lien aussi. Oui, oui, absolument. C'est très important pour moi. Ouais. C'est très important. Ce qui me lie aux autres, comment ça se lie entre nous. Ouais. Souvent, par exemple, alors qu'on est à une époque où on parle beaucoup, beaucoup de nos différences, moi, j'arrête pas de dire que je fais des spectacles où je parle de ce qui nous ressemble, ce qu'on a en commun. Quand Maxo parle d'amour, que ce soit un juif tunisien qui en parle ou pas, il le fait avec sa culture, mais le sujet, c'est quelque chose qu'on a en commun. Quand je parle de la mort,
et du paradis, c'est quelque chose qu'on a en commun ou pas. Mais c'est une référence collective. D'ailleurs, dans le spectacle, à un moment, il y a une phrase que moi j'ai trouvée à la fois très drôle et très forte. Vous disiez, voilà, le petit garçon que j'étais, il fêtait aussi bien l'Aïd que Kippour, que le petit Jésus, que le 14 juillet. Vous nous mettez le 14 juillet au milieu de tout ça. C'est pas dit comme ça, c'est beaucoup mieux dit, évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était très très fort quand même ce que vous étiez en train de dire. Le petit garçon que vous étiez, il a vu que l'amour quoi dans les religions. En tout cas, à cette époque-là, oui, c'était très œcuménique, on était tous ensemble. C'était plus des traditions que de la religion. Vous habitez où à l'époque? Vous êtes en Tunisie ou à Bagneux? À Tunis. Non, à Tunis. À Tunis encore, oui. À Tunis et au bord de la mer 4 mois par an. Et on avait... c'était des fêtes. Et les fêtes du Ramadan, tous les soirs du Ramadan, c'était génial. Donc, on partageait tout ça. Et chacun pratiquait sa religion. Vous aussi? Non, pas tellement. Non, mon père était communiste. Enfin, un ancien communiste. D'accord. Il a déchiré sa carte du parti à Budapest, quand les chars sont rentrés à Budapest. Oui, donc vous n'avez pas franchement été élevé complètement, de manière en tout cas religieuse. On allait faire Shabbat chez mon grand-père, parce que mon grand-père et mon père faisaient ça pour faire plaisir à son père. On faisait Kippour, on faisait les fêtes. Mais de manière culturelle, on va dire. Exactement, c'était des traditions. De toutes les façons, le rapport à la religion ou au spirituel, pour moi, c'est une chose excessivement privée. Ça ne doit jamais intervenir dans la sphère sociale. Jamais. Jamais. Mais ça reste important pour vous, ces racines, donc plus culturelles que spirituelles, j'ai envie de dire. Est-ce que malgré tout, ça prend une importance spirituelle ou pas du tout, aujourd'hui? C'est bizarre. Ah bon? Pourquoi c'est bizarre? Non, parce que je fais référence souvent à ça. Vous tournez un peu autour du pot. Oui, et pourtant, je suis athée. Ouais. Je suis un juif athée. Mais ça vous travaille? Bien sûr que ça me travaille. Je me dis comment on peut... Moi, je me pose toujours la question de la croyance. Si je crois que derrière ce panneau, il y a la mer, tant que je n'ai pas vu la mer, je ne peux pas être sûr qu'il y a la mer. Pourtant, il y a des millions, des milliards de gens sur la Terre qui croient qu'il y a la mer derrière ce panneau. Est-ce que ça les rend meilleurs ou pas? Alors, si ça les rend meilleurs de penser que derrière Dieu existe, je suis d'accord. Tout ce qui peut rendre meilleure l'humanité, je suis d'accord. Mais il y a ceux que ça ne rend pas meilleur. Ou ceux qui s'en servent. Mais c'est une connerie. Ouais. Ah bah ça, on est d'accord. Vous croyez quoi? Vous croyez que les hommes ont besoin de Dieu pour s'entretuer? Staline, il a eu besoin de Dieu pour tuer des millions de gens. Hitler a eu besoin de Dieu pour tuer les Juifs. Et les gitans, et les pédés, et les handicapés. Il ne s'est pas servi de Dieu. En aucun cas. C'est-à-dire que tout ça, si Dieu n'existait pas, les hommes trouveraient autre chose. En ce moment, l'objet des conflits, en apparence, c'est la religion. C'est faux. C'est un outil, comme d'autres. Il faut bien trouver un outil pour fédérer. Quand on n'a pas d'outil idéologique, depuis très longtemps, on prend la religion. L'Empire apostolique et romain, Charlemagne, Roland de Roncevaux, toute cette histoire, c'est quoi? L'Inquisition, c'est quoi? L'Inquisition, c'est la même chose que Daesh. L'Inquisition, c'est il faut faire quelque chose pour vaincre l'Empire ottoman, pour vaincre les Arabes et pour retrouver notre pouvoir et notre splendeur. Et à partir de là, c'est la folie qui s'empare du monde, non pas de la chrétienté, mais des catholiques. Parce que pour moi, c'est très différent. Parce que même si je suis athée, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des religions. Je crois que c'est une matière qui n'existe pas à l'école et c'est très grave. L'histoire des religions. C'est revenu, hein. Ça revient dans certaines écoles. L'histoire des religions. C'est-à-dire, quand le catholicisme est né, quand le Christ, les enfants, ils ne savent pas. D'abord, il y en a plein qui ne savent pas que Jésus était juif. Ensuite, ils ne savent pas qu'entre la mort de Jésus et la naissance du Vatican, il y a 3 siècles. Et que pendant très longtemps, on a appelé les chrétiens des juifs réformés et qu'ils allaient à la synagogue. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'à partir du moment où le Vatican a été créé, on a réécrit les évangiles, qu'on a changé le calendrier, qu'il leur fallait un système de pensée pour fédérer les peuples, pour monter une armée, pour reconstruire l'Empire. Il fallait ça. Donc, moi, je pense aujourd'hui
peut-être à tort, que si les religions n'existaient pas, les hommes trouveraient autre chose pour s'entretuer. Que c'est pas... Dans un spectacle, moi j'ai écrit, et on a eu de longues discussions avec Monseigneur Di Falco là-dessus, j'ai écrit... Dans un de mes spectacles, il y a un petit garçon qui prie Dieu. Et Dieu lui répond. Et le garçon, il raconte ça à son père. Il dit j'ai dit à Dieu, je comprends pas, depuis la nuit des temps, que les hommes te prient, et que tu me réponds à moi, et aux autres, tu réponds pas. Et Dieu lui dit, mais t'es fou, quoi. Il dit, j'ai la voix cassée, je suis en dépression. Depuis la nuit des temps, je réponds aux hommes. C'est pas moi qui réponds pas aux hommes, c'est les hommes qui entendent pas. Il dit, depuis la nuit des temps, que j'écoute la prière des hommes à Dieu, j'aimerais tant que pour une fois les hommes écoutent la prière de Dieu aux hommes. Tellement, une fois. C'est les hommes qui sont sourds, c'est pas Dieu qui est sourd. Ça, c'était dans le spectacle. Mais ça m'intéressait, pourquoi ? Parce que c'est une manière de dire que la guerre, les massacres, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des hommes. Et Monseigneur Di Falco, il disait quoi là-dessus, qu'on salue au passage d'ailleurs ? Il était assez d'accord avec moi. Ah bah oui, j'imagine. Oui. Et il y a beaucoup de religieux, et des juifs aussi, et des rabbins, parce qu'il y a beaucoup de juifs après la guerre. Ils ont dit, Dieu, il est où ? Il nous a laissé, on nous a massacrés, il nous a abandonnés. Et les rabbins, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils ont dit, mais c'est l'œuvre des hommes, c'est pas l'œuvre de Dieu. Donc, là, c'est pas que je me fous des religions, pas du tout, puisque évidemment, c'est très important. Je trouve que le propos est très clair. Mais je pense fondamentalement qu'il ne s'agit pas de Dieu là-dedans. Il ne s'agit pas de religion. Oui, il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes. Et que les hommes, pour une raison que je ne connais pas, ont besoin de s'entretuer. Michel Bougelat, vous avez parlé de Jésus. Qu'est-ce que vous en retenez de ce personnage ? Quel est l'aspect qui vous intéresse Dans un spectacle, j'allais le voir. Majoritairement. Il avait 32 ans et demi. Ah oui. Je disais, tu as quel âge ? Il me faisait 32 ans et demi. J'ai dit, on a 6 mois pour s'organiser. Et il faut que tu t'en ailles maintenant. Il faut que tu t'en ailles maintenant. Et Jésus lui répondait, je sais. Mais c'est mon destin. Ouais. Je n'y peux rien. Parce que c'est un spectacle, c'était dans le Petit Génie, où j'essayais de changer l'histoire des hommes. Donc je voyageais dans le temps. Oui. Donc fallait pas que... Donc je suis remonté jusqu'à Adam et Ève, en donnant à Adam des beignets de ma mère. Les fameux beignets dont on entend parler pendant tout le spectacle. Il y en a, c'est la pour madeleine. Pas qu'il ait faim. Lui, c'est le beignet tunisien. J'ai amené les beignets pour pas qu'il ait faim quand Ève lui amène la pomme. D'accord. Et finalement, elle a réussi à lui faire... Et c'est pour ça qu'elle reste coincée ici, parce qu'après ça... D'où la pomme d'Adam. Exactement, elle reste coincée ici à cause des beignets. D'accord. Et Jésus est un personnage... Pour moi, c'est un personnage tout à fait intéressant, mais c'est un personnage historique pour moi. D'accord. C'est un révolutionnaire, c'est un type vraisemblablement qui est allé en Inde, d'après ce que j'ai pu lire. Allons bon. Oui, parce qu'il y a une période de sa vie qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où il est passé. Il revient, il est non-violent, il est habillé tout en blanc. Donc il est allé en Inde, c'est un peu rapide quand même. Non, mais il revient non-violent. Il est allé quelque part. Il a cette idée de non-violence chez Jésus. Si on le voit d'un point de vue purement historique. Ah bah oui, mais bon. Oui, je sais bien. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que même les religieux, même les prêtres, les curés avec qui j'ai parlé, moi j'adore parler avec tous ces gens-là. C'est tout à fait passionnant. Ceux qui sont vraiment à la fois érudits et passionnés et tolérants. Et ouverts. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les curés, que ce soit les rabbins, les imams. J'adore parler avec eux parce que c'est un domaine complètement imaginaire pour moi. Moi, je pense que tout ça, les hommes l'ont inventé. Pour essayer d'être meilleurs. Sauf que là, vous êtes face à des hommes de foi. Oui, mais ils ont inventé. Ça doit être assez exotique pour vous. Ouais. Oui, moi je pense qu'on a inventé tout ça pour essayer d'être meilleurs. Michel, on va poursuivre... Est-ce que ça nous rend meilleurs ou pas ? L'émission. Je suis désolé, je ne vous réponds pas à vos questions, c'est ça. Vous savez le principe de l'interview. J'arrive avec mes questions, vous arrivez avec vos réponses. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous ai demandé d'apporter un objet dans cette émission, donc nous allons passer à la rubrique complément d'objet. Alors cet objet, moi j'adore le découvrir en direct. Je ne veux surtout pas le voir avant l'émission. C'est tout petit, ça tient dans la poche. Oui. Ça y est, je sors. Ah bah go. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Alors une carte à jouer, une dame de cœur. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Judith, la dame de cœur ? Oui, c'est Judith. Je ne sais plus. C'est une dame de cœur.
Oui. D'abord, c'est une carte à jouer. Ouais. Et j'ai appris à jouer aux cartes avant de savoir lire et écrire. D'accord. En famille, donc. Oui. Et c'est pas que la carte. C'est le souvenir que j'ai des partages que j'ai avec mon père et mes frères à jouer aux cartes. Quand je vois une carte, d'abord, je pense à ces moments qui étaient des moments magiques, de plaisir, de rire, j'imagine. De rire, de partage et de réflexion. Parce que vous jouiez à quoi? Au gin rummy et au poker. Okay. C'est des jeux de stratégie. Et c'est des jeux de relations. C'est des jeux très psychologiques. C'est des jeux où on jauge, où on se bat contre l'autre, contre soi-même, tout ça. Dame de cœur, parce que sans les femmes, je ne serais rien du tout. Rien. Je leur dois tout. En premier à ma mère. Mais c'est une femme qui m'a dit un jour, t'es drôle, arrête d'essayer d'être intelligent, t'es drôle, c'est déjà énorme. Parce que j'essayais toujours d'être intelligent, moi. Je lisais beaucoup. C'est une femme qui m'a dit, par exemple, quand je travaillais sur Père et Fils, qui m'a dit, surtout n'abandonne pas. Et qui, tous les jours, c'est la mère de mes enfants, qui m'a soutenu pour que je fasse ce film et qui m'a poussé à le faire. Et je lui dois beaucoup sur ce film. Comme elle a bien fait. Absolument. Je travaille pour écrire mes spectacles avec une femme depuis le début qui s'appelle Corinne Atlas. Oui, qui est sur tous vos spectacles. On le voit. Toujours. On voit aussi que vous travaillez en famille. Hein. Oui, toujours. Il y a Paul, il y a Corinne. Ouais. Paul, c'est votre... mon petit frère. Votre frère. Enfin, mon frère. Je devrais arrêter de dire mon petit frère. Ouais. Et les femmes sont... Mais ça, c'est... Comment dire? C'est le jeu. Je ne peux pas vivre sans jouer. C'est pas une question d'argent. C'est le verbe de votre vie, jouer? Oui. Et cet objet, quand je vois une carte à jouer, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. D'accord. Alors, quand on m'a demandé un objet, j'ai dit, je veux amener ça parce que j'ai hésité entre deux choses. J'ai hésité entre trois choses. Un chapeau, cette carte et une raquette de tennis. Ah oui, le chapeau, c'est celui du spectacle? Oui. Oui, bien sûr. Parce que, vous voyez, comment j'ai écrit la première fois que j'ai mis un chapeau sur scène, eh ben, j'ai rêvé que j'étais sur scène avec un chapeau. Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas qui portait ce chapeau. Je ne savais pas d'où il venait, ce chapeau. J'ai vu juste le chapeau. Et j'ai fait mon enquête. Et j'ai découvert que ce chapeau, il était porté par les Magnifiques. Et j'ai écrit les Magnifiques. Parce que c'est dans les Magnifiques que j'ai mis pour la première fois un chapeau. La raquette de tennis, en Tunisie, j'habitais à 100 mètres du club de tennis. Avec mes copains, on avait fait un trou dans le grillage. On y allait même quand c'était fermé. Enfin bon, j'ai passé ma vie au jeté. J'adore le tennis, j'adore ce sport. J'ai une sensation affective très forte quand j'y joue. Et même si je joue plus très bien, et jouer, j'ai besoin de jouer tout le temps. Tout le temps. Si je joue pas, je suis pas bien. Et jouer aux cartes, c'est sortir de ma solitude aussi. Parce que jouer aux cartes, c'est avec les autres que ça se fait. Surtout que vous étiez un enfant plutôt sombre et solitaire. Oui. Hein, ouais. Donc les moments où on me disait, le jour où on m'a appris à jouer, toujours les grands ils jouent aux cartes et moi je jouais pas. Alors un jour mon père il m'a appris avec mes frères. J'étais tellement heureux d'être avec eux, d'être admis. C'est vrai qu'il y a l'histoire du lien qui revient tout le temps, mais il y a aussi l'histoire d'être admis. D'être accepté? Oui. Envers et contre tout, soit en abolissant qui on est, soit en finissant finalement par... Mais on ne peut pas être admis on ne peut pas oublier qui on est. Si on oublie qui on est, on ne peut pas savoir où on va. C'est comme ça. Et même si c'est emmerdant, je connais trop de gens malheureux. Par exemple, je connais des anciens pauvres. Des garçons qui sont... Ils n'aiment pas qu'on le sache. Hein. Non, mais justement, c'est pareil. Ouais. Ils font tout. Ils achètent des meubles de marque, ils achètent des très belles voitures quand ils réussissent dans la vie, ils achètent tout comme une revanche perpétuelle, c'est quotidienne. C'est même souvent très ostentatoire, en fait. Hein, et c'est très... Et ça fait de la peine. Ouais. Parce que moi, j'ai un copain que je ne citerai pas. J'ose pas m'asseoir dans le canapé chez lui parce que j'ai l'impression que le vendeur va venir pour me dire « Monsieur, vous ne pouvez pas vous asseoir. » C'est tellement parfait, c'est tellement exactement ce qu'il faut... Que c'est pas vivant. Que c'est mort. Ouais.
Alors, on va rentrer dans des grandes questions métaphysiques, Michel. Vous allez y répondre un peu comme vous pouvez. Ce sont des questions à droite, à gauche. Il s'agit du questionnaire inattendu. C'est pas blasphème. Oui, pardon. Je vous en prie, Michel. Non, je réfléchissais à ce que je disais tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Ça a commencé par « c'est pas blasphématoire ». Oui, c'est pas blasphématoire de dire que finalement que Dieu est une invention des hommes. Oui. D'accord, en tout cas, il démine. Il pense à toutes les lettres que je vais recevoir dans VIP. Dites-moi, Michel Boujna, de quel humoriste pourriez-vous être jaloux? Aucun. Alors, celui que vous admirez le plus? Ou qui vous fait Chaplin. le plus rire? Ah. Chaplin, Raymond DeVos, Guy Bedos pour autre chose. Et parmi les jeunes, je trouve que Gad Elmaleh a un talent fou. Je trouve que Alex Lutz a un talent fou. Ah oui, d'accord, oui. Moi, je suis très admiratif des autres, jamais jaloux. D'accord. Non. Jerry Lewis, qui vient de partir, comme on dit chez nous, de s'absenter. C'est joliment dit. J'adore rire, j'adore qu'on me fasse rire. J'adore... Moi, mon frère, Paul, est beaucoup plus drôle que moi dans la vie. Moi, je ne suis pas drôle dans la vie. Je suis plutôt dépressif dans la vie. Il a tout pompé chez Paul. Ça y est. Oui, exactement. On tient une info. Michel Boujna, de quoi sont composés vos jours de joie secrète? La pêche, même si j'arrive jamais à attraper un poisson. Être sur la mer. Ah, je vous ai entendu dire chez mon collègue Augustin Trapenard sur France Inter que vous rêviez d'être seul sur l'océan Atlantique à faire le tour du monde. Augustin, on vous salue. À traverser l'Atlantique, oui. Ouais. J'aimerais beaucoup faire ça une fois dans ma vie. Ouais. L'idéal, ce serait de le faire seul. Mais ça, c'est des moments... la sieste. D'accord. Oui, mais... Tout le monde rigole quand je dis, mais non, mais je vous rejoins tellement. Je vous rejoins tellement. C'est un art, la sieste. Il faut être un esthète pour bien faire la sieste. C'est pas la sieste comme ça, non. La sieste est une culture. Il y a des aristocrates de la sieste. Qu'est-ce que vous avez compris de vraiment déterminant, compris sur la vie, et que vous aimeriez ou que vous avez réussi peut-être à léguer à vos enfants? On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Là, ça résume plutôt bien le personnage Michel Boujna. Ouais. Allez, dernière question. Quel est votre mot préféré? Me dites pas beignet, hein, parce que ça, je l'ai compris pendant tout le spectacle. Mon mot préféré? Oui. Ça, c'est intéressant. Ah, j'espère que ce n'est pas la seule question intéressante que j'ai posée dans l'émission, vu qu'il nous reste 4 minutes. C'est intéressant parce que je ne le... Vous n'y avez jamais réfléchi? Non. Non, mon mot préféré? Ah oui. Ça dépend. Si c'est sa sonorité, c'est invisible. Parce que je le prononce comme ça et que c'est ça qui m'a vu. Incroyable en anglais. Invisible. En anglais, avec un accent juif tunisien très prononcé, c'est très drôle. En français, il y a un mot que j'adore, c'est concomitant, en ce moment. Mais ça, c'est à l'oreille. Oui, c'est à l'oreille. Mais sur le sens. Ah, mémoire. Ça aussi, ça vous va bien. Mémoire, bien sûr. Allez, encore une dernière question dans le questionnaire inattendu. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit gamin de Tunis, là? Donc, il n'a pas 11 ans, évidemment. Il est encore dans cette maison au volet bleu que vous évoquez dans votre spectacle. Si vous pouviez le croiser, là, aujourd'hui, le grand Michel adulte, qui n'a pas lâché la main de ce petit enfant, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit gamin? Ça va bien se passer. Et un peu plus confiance en toi. Essaye d'aller un peu plus vite. T'es vraiment lent. Parce qu'un jour, tu auras mon âge et tu regretteras d'avoir perdu autant de temps. Mais malgré tout ça, je sais que les arbres ne poussent pas en une seule journée. Et il faut laisser le temps au temps et les choses se font quand elles doivent se faire. C'est comme ça. Je le regrette énormément parce que je sais que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Je le sais. C'est mécanique. Vu la vitesse à laquelle je vais, je n'aurai pas le temps. C'est pour ça que dans quelques temps, je vais optimiser le temps au maximum. Ça veut dire que je ne vais plus prendre de temps pour parler, pour répondre aux questions, pour faire de la promo. J'ai eu de la chance de vous avoir, dites donc. Dans quelques temps, j'arrêterai tout ça. Parce que il faut que je me consacre à écrire ce que je dois écrire. Parce que je suis très angoissé du temps qui reste. Ouais. Même si je suis en très bonne santé, tout va bien. Mais
je trouve que je perds du temps. Et pourtant, je sais qu'il faut que c'est en travaillant qu'on avance. On peut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter de travailler. Sinon, après, je vais être très triste de ne pas avoir dit ni fait ce que je devais faire. Moi, je me réjouis en tout cas du spectacle que l'on voit sur scène, mais j'espère qu'on aura un film en tant que Michel Boujna réalisateur. Ça Oui, j'y travaille. Mais justement, je devrais être en train d'écrire au lieu d'être avec vous. Mais alors, je suis désolée, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vous confie le livre d'or. Vous y écrivez ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, il ne faut pas mettre non plus 30 ans, Michel, pour écrire sur le livre d'or. On est d'accord. Pendant ce temps-là, je vous rappelle donc que Michel Boujna est sur la scène du théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Il faut aller le voir absolument, pour rire évidemment, en premier lieu sans doute, mais pour réfléchir aussi, et puis pour passer des moments de poésie. Alors après, il a raison, quand vous êtes dans la salle, il faut le savoir, vous êtes en danger, vous n'êtes pas à l'abri que ça vous tombe dessus, que l'on parle des postillons d'ailleurs de Michel Boujna, ou que l'on parle de sa verve, parce qu'une fois qu'il vous a repéré dans le public, il ne vous lâche plus. J'avoue que ça m'a fait autant rire ce qui se passait dans la salle que ce qui se passait sur scène. Voilà. Et après, tourner alors, Oui. Et puis surtout l'écriture de mon 4e film. J'ai écrit une maxime. Alors attendez, séquence, livre d'or. Vous avez écrit une maxime, vous me disiez ? Oui, dis ce que tu fais, fais ce que tu dis. Et post-scriptum. Tout va être dans le post-scriptum, je pense. Presse-toi. Vous signez, Michel J'ai signé. Boujna. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ah oui, ça, je trouve ça très bien. Vous me donnez le livre d'or, je ne vais surtout pas vous prendre votre carte. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, Michel ? Que je puisse être moins feignant. Oh, mais vous n'êtes pas feignant, vous étiez lent, c'est pas du tout la même chose. Oui. Vous êtes un peu feignant quand même ? C'est-à-dire, le problème, c'est que comme un bon médecin qui se respecte, j'ai besoin d'être contemplatif, plus proche de l'état végétatif. Pour écrire, j'ai besoin d'être comme... de rien faire aussi. Ouais. C'est important de rien faire. Là, d'accord, oui, je vois. C'est pour ça que je suis lent. Merci beaucoup, Michel Boujna. Je suis un paradoxe vivant, je crois. Il y a un humoriste qui est venu dans mon émission et qui a mis en PS « Presse-toi ». Voilà. C'est vrai ? Je vous le renvoie. Ah, c'est marrant. Mais je suis sûr qu'il y a des fautes d'orthographe, je suis dysorthographique. On regardera ça, non, tout va bien. J'écris les mots comme en fait, quand j'écris les mots, c'est un peu comme si je jouais à la roulette, je me dis, mettons ça, peut-être que c'est juste. C'est tout bon. Honnêtement, tout va bien, c'est tout bon. Merci infiniment, Stéphane Boujna. Stéphane Boujna. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Stéphane Fraisse à côté de vous. Ah oui. C'est pour ça, c'est de votre faute, Michel Boujna. Je vous souhaite un très bon succès sur scène, mais ça, je sais, pour l'avoir vu, que c'est déjà assuré. Et puis, je vous souhaite un très bon film la prochaine fois. Croisons les doigts. Merci.